Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et mets la cloche de notification. C'est parti pour quelques femmes qui ont changé l'histoire de la France. Alors, les femmes noires puissantes qui ont changé la politique française depuis la Résistance avant Christiane Taubira. Il y a par exemple Danielle Obono et Laetitia Avia et Ebouetel et Jeanne Vaille, résistantes devenues parlementaires. Ces Françaises noires savaient par leur expérience que leur pays était à la fois héroïque et honteux. Alors, c'est important de comprendre que ces femmes, en tant que noires, ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de la France. Annette Joseph Gabriel, professeure d'études françaises et francophone à l'Université du Michigan aux États-Unis, qui est par ailleurs chercheuse sur la race, le genre et la citoyenneté. Il y a Patrick Kovarik-Gaevia, que vous pouvez voir, la ministre de la Justice Christiane Taubira, en présence de l'écrivaine américaine Toni Morrison, qui est par ailleurs prix Nobel de la littérature en 1993, lors d'une réception organisée par l'ambassadeur américain à Paris, dans le cadre du 10e Festival culturel américain, le 21 septembre 2012. Quand une femme noire, métisse ou issue d'une minorité ethnique occupe un haut poste dans la fonction publique en Europe, comme aux États-Unis, il semblerait que chacune de ces actions soit méticuleusement décortiquée et scrutée. Parce que c'est le cas aux États-Unis de 4 députés du Congrès américain surnommés The Squad par les médias. Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Presley et Ishkan Mora voient souvent leur citoyenneté remise en question, non seulement dans les médias, mais aussi au sein même du gouvernement. Aux yeux de certains, elles ne sont pas assez américaines pour représenter le pays. C'est outrant de le savoir. Alors, en Outre-Atlantique, par exemple, dans les pays où l'on se targue, comme en France, par exemple, d'être moins raciste qu'aux États-Unis, il y a des choses, par exemple, qui sont marquantes. Des femmes ministres de gouvernement ont fait l'objet d'accusations, mais similaires, mais abjectes, ces dernières années. C'est le cas, par exemple, de l'ancienne ministre française de la Justice, que vous connaissez par ailleurs, Taubira, Christiane Taubira, première femme noire en charge de cette haute fonction, autant que la membre du Parlement européen, Cécile Kyenge, la première femme noire avec un poste de ministre en Italie, ont été caricaturées à travers l'utilisation d'images insultantes. Elles ont fait l'objet de moqueries, de railleries et de propos racistes, et leur légitimité au sein du paysage politique européen n'a eu cesse d'être critiquée. Plus récemment, la députée française Laetitia Avia, motivée par les insultes racistes qu'elle subit quotidiennement sur les réseaux sociaux, a proposé une loi pour lutter contre la haine sur Internet. Celle-ci a été approuvée et votée le 9 juillet de cette année. Alors, ces Françaises noires savaient quelque chose de par leur expérience professionnelle, c'est que leur pays, donc comme je l'ai dit au départ, était des pays héroïques, mais aussi honteux. Un lieu de liberté et d'atrocité en même temps. À la fois symbole de libération du nazisme, entre guillemets, et oppresseur colonial. Mais mes recherches historiques sur la race et le genre montrent donc que ces femmes cette discrimination contre la femme noire dans la politique date
de bien avant l'époque que nous vivons aujourd'hui. Alors, en France, par exemple, le nom de deux femmes politiques viennent donc à l'esprit. Eugénie Eboué, telle, née à Cayenne, en Guyane, membre de l'Assemblée nationale, et Jeanne Viaille, née à Osso, au Congo, devenue sénatrice, toutes deux ont combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à leur entrée en politique, ont été victimes de discrimination et de racisme. C'est formidable. Le rôle donc méconnu des femmes noires durant la résistance, les femmes noires françaises ont joué des rôles importants et souvent négligés dans les révoltes et en particulier dans la résistance française. Elles opéraient comme espionnes pour certaines, infirmières et passeuses de clandestins. Il y a des livres par exemple, comme un qui est paru en 2000, qui parle de comment les femmes noires ont transformé la citoyenneté dans l'Empire français, qui révèle des bouleversements politiques des deux premières sénatrices noires de France, Eugénie Eboué, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Jeanne Vialle, après qu'elles aient introduit leur combat pour l'égalité raciale dans l'agenda du gouvernement français. Donc, pour le cas par exemple d'Eugénie Tell, qui est née en Guyane, c'est une Française, elle était l'épouse de Félix Eboué, que vous connaissez bien entendu, administrateur colonial en Afrique en 1939, qui a rejoint le corps auxiliaire féminin en tant qu'infirmière dans les jeunes armées de la résistance en Afrique centrale. La position sociale de son mari a mis en lumière l'engagement militaire d'Eboué. À travers elle, ce sont les implications africaines du mouvement de la résistance française qui ont donc été rendues plus visibles, et avec elle, leur propre volonté dissidente vis-à-vis des politiques coloniales de l'époque. Donc, en ce qui concerne, il faut comprendre que dans le cas de l'Assemblée nationale, c'était en 1940, Eboué, cette femme, condamnée donc à mort par coutumance par le gouvernement de Vichy pour avoir rejoint la résistance. La victoire des Alliés change donc son destin. Eugénie Eboué n'est plus une femme à abattre, mais une femme politique et une résistante de plein droit. Elle reçoit au moins 26 médailles pour ses contributions à la résistance, y compris une croix de guerre et une médaille de la résistance. Ceci est octroyé par le pays dans lequel elle vit, en France. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre, elle est donc élue à l'Assemblée nationale et un an plus tard donc au Sénat. Elle y rencontre une autre femme noire. Elles sont donc deux. Une autre figure donc proéminente de la résistance française, elle s'appelle Jeanne Vialle. Alors, questionner l'oppression française de l'intérieur, Jeanne Vialle, née en 1906 en République du Congo, s'installe donc à Paris avec son père. À l'âge de 7 ans, elle travaillait donc comme journaliste à l'époque lorsque la Seconde Guerre mondiale a donc éclaté. Vialle quitte donc alors Paris et devient une agente clandestine de combat, l'un des 3 grands mouvements en quelque sorte de résistance du sud de la France. En tant qu'espionne, Vialle donc recueillait des informations, des renseignements sur les mouvements de troupes nazies à travers l'Europe. Elle voyageait dans l'Europe pour recueillir donc des informations. Alors elle est arrêtée en janvier 1943. Elle est accusée de trahison. Dans les enregistrements du procès, le procureur français de Vichy déclarait ceci. Il déclarait que Vialle, par exemple, avait si bien codé ses données que lorsque sa maison fut donc perquisitionnée,
la police n'a pas pu décrypter son code. Personne ne sut réellement quelles étaient les informations qu'elle détenait. Vialet est donc envoyé donc dans un camp de concentration, puis déplacé dans une prison pour femmes à Marseille. Les documents historiques, par exemple, que nous avons eu à notre possession, trouvaient donc trouvent différentes façons donc qu'elle a pu survivre là-bas, et grâce à une fuite ou pas une libération, elle a pu trouver dans la liberté. Alors, en ce qui concerne le Sénat, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de son silence, de l'ambiguïté qui entourait dans l'histoire et le rôle de cette femme, ou bien des femmes noires en général, pendant la Seconde Guerre mondiale pour les pays comme la France. Donc, il faut comprendre que comme Eboué Vialet, elle reçoit donc des médailles pour la résistance. Elle est élue au Sénat français en 1947. Alors, il y a dans la poursuite de la résistance après la Seconde Guerre mondiale, après des campagnes électorales centrées sur leur rôle dans la résistance, Eboué et Vialet se sont donc servis du pouvoir politique acquis grâce à leur poste au Parlement contre une autre forme d'oppression, le racisme et le colonialisme. Elles luttent toutes deux aussi pour le changement des mentalités au sein même du système. Le 22 mai, par exemple, 1947, Vialet et Eboué et d'autres sénateurs de l'outre-mer ont donc ainsi présenté une motion dans laquelle elles ont dénoncé une volonté de discrimination entre les conseillers de la République et de la métropole, et ceux d'outre-mer. En 1947 toujours, la France donc constituait encore un empire mondial. Elle contrôlait des douzaines de colonies et des territoires des Caraïbes, en passant par l'Amérique du Sud jusqu'en Afrique. Si vous allez dans Wikimedia par exemple, vous cherchez études de l'Empire colonial français, par exemple 1534-1980, le déploiement des troupes françaises dans les colonies africaines pendant la Seconde Guerre mondiale, a causé, vous voyez que ça a causé une augmentation par exemple du nombre d'enfants nés de mères africaines et des soldats français blancs. Comme l'ont documenté les recherches par exemple de Emmanuel Saada, Owen White, la politique coloniale française consistait donc à séquestrer ces enfants et les placer dans des orphelinats publics où ils allaient donc recevoir une éducation limitée et pouvaient être contraints à travailler ou bien au travail des enfants. C'est ce qui était un peu dommage à l'époque et ça ne change pas trop aujourd'hui. Donc Vialet et Eboué se battaient donc pour que ces enfants aussi obtiennent la libération et puissent donc vivre et s'épanouir comme tout autre enfant. Elles ont donc lutté et obtenu des droits égaux des citoyens pour ceux et celles qui, comme elles, étaient issus de colonies. Et c'est pour ça qu'en 1947, elles travaillaient donc ensemble sur une proposition de loi pour donner à ces enfants les mêmes droits que les enfants nés en France métropolitaine. Elles ont lutté pour que ces enfants métis aient la possibilité d'effectuer une recherche de paternité. Les pères français absents pouvaient donc être contraints par la loi à leur verser une pension pour soutenir leur éducation. Après une féroce bataille de 4 ans, cette proposition donc de loi relative à la recherche de la paternité dans les territoires d'outre-mer est donc devenue une réalité, puisque en 1951, cela va être donc effectif et ça va entrer en vigueur. Les leçons qu'on peut tirer donc de l'histoire que je viens de vous donner, c'est que on peut remarquer clairement que dans les histoires d'Eboué et de Vialet, les paramètres ou bien les parallèles pertinents avec la situation politique d'aujourd'hui
restent les mêmes. Ces Françaises noires savaient par leur expérience donc exactement que leur pays était une honte en termes de comportement à l'égard des gens qui venaient de l'Afrique, à l'égard des Noirs qui avaient combattu, qui s'étaient battus pour permettre à la France d'avoir des lettres de noblesse, bien que les Français eux-mêmes reconnaissaient, le gouvernement n'acceptait pas d'octroyer à ces Noirs le respect qui était le leur et la crédibilité qui leur était due. Donc voilà, en quelque sorte, vous pouvez comprendre que les gens qui ont aidé à bâtir l'image de la France ne sont pas forcément ceux dont nos enfants sont obligés de chanter les noms ou bien de scander les noms, mais ce sont des personnes noires comme vous et moi. Il faut donc que la noire puisse entrer en possession de son histoire et comprendre le pouvoir qu'il a et le rôle qu'il a joué dans l'histoire des pays qui aujourd'hui se mettent comme étant des réelles dictatures raciales, des vraies dictatures impériales et qui considèrent l'Afrique en général comme étant une colonie, comme étant un espace de sous-hommes. Il est fondamental que le peuple noir se ressaisisse et s'approprie son histoire. Voilà, si toi aussi tu as des histoires comme celle-ci à nous raconter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu es nouveau sur la plateforme, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus manquer nos publications et propose-nous aussi des sujets qui nous permettraient de continuer dans cette lignée et de permettre à nos frères camerounais, à nos frères africains en général, de s'approprier leur histoire. Bonne journée à toi. Ciao.